Monsieur Prat, je vous laisse aussi 5 minutes. On a ensuite quelques collègues qui ont des questions supplémentaires. Très bien. Je vais essayer de les reprendre, si j'ai bien noté, une par une. Donc d'abord les questions de Monsieur Barrot. La gestion passive, nous on ne fait pas de promotion particulière sur gestion active ou passive. Ce qu'on remarque, c'est que les fonds indiciels cotés, les ETF, ont des très faibles frais et qui permettent une diversification souvent très importante, et que donc c'est un bon véhicule pour investir en actions. Pour répondre spécifiquement à votre question, non, ça n'est pas une exception française, puisque aux États-Unis, 50% du marché des ETF indiciels est retail, enfin pour les particuliers. En Europe, 10%. Et la raison principale, alors les renseignements récents montrent que la part des ETF indiciels monte en Angleterre et aux Pays-Bas, qui sont les deux pays qui ont interdit les commissionnements, les rétrocessions. Donc c'est sûr que ces produits ne sont pas ou peu commissionnés, et donc c'est la raison, c'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas proposés aux guichets français, italiens, allemands, etc. Je la fais courte. Comment y remédier moi, peut-être une nuance par rapport à Nicolas Véron. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses dans la réglementation européenne sur la protection des épargnants. C'est déjà très épais. D'ailleurs, beaucoup se plaignent de l'épaisseur de la directive MIF 2, etc. Simplement, il faut les appliquer. Et d'autre part, il faut qu'elles soient cohérentes. Or, sur la protection des épargnants, il y a une incohérence entre la directive MIF 2 qui couvre les actions, les obligations, les fonds en direct, et la directive DDA, des distributions de l'assurance, qui couvre tous les produits assurantiels, qu'ils soient assurance vie, assurance retraite, etc. Et la protection n'est pas la même, notamment sur la prévention des conflits d'intérêts dans la distribution, qui est bien le problème dont on parle. L'AMF fait des visites mystères. Je n'arrête pas de leur dire, je suis à la commission consultative épargnant depuis 15 ans, je crois, je n'arrête pas de leur dire, passer le dossier de la direction relations épargnants qui a trouvé ça à l'inspection. Manifestement, les règles sur la prévention des conflits d'intérêts, la primauté de l'intérêt de l'épargnant ne sont pas respectées. Sur le PEP, question donc convergence entre projet Pacte et PEP, il y a une certaine convergence, heureusement. On aimerait donc qu'elle soit plus forte. L'option par défaut dans le projet Pacte, c'est la gestion pilotée, ce qui nous paraît très bon pour effectivement donc augmenter la part action dans la phase d'accumulation. C'est encore en débat au niveau européen, puisque au niveau européen, la Commission avait proposé quelque chose contre lequel nous sommes vent debout, qui était une protection du capital et pas la gestion pilotée, la gestion à horizon. Protection du capital, je me fais bien comprendre, évidemment, on serait ravis si c'était une vraie protection du capital. Mais quand vous lisez dans les détails du projet européen, c'est après frais accumulés, donc sur 40 ans au mieux, ça vous fait déjà pas 100% en fait, de votre capital qui est garanti, mais 60%, et avant inflation. Sur 40 ans, dans le meilleur des cas, avec une inflation à 2%, là, vous vous retrouvez, donc après frais avant inflation, en fait, on vous garantit en gros le quart des versements que vous avez fait il y a 40 ans, et sans vous le dire. Ils ont dit, vous êtes garanti. Donc ça ne va pas. Donc on a des propositions là-dessus. L'autre chose où on essaye, et on a besoin de votre aide, d'être en cohérence, c'est d'arriver à ce que les associations indépendantes d'épargnants puissent souscrire à un PEP, donc un plan européen d'épargne retraite individuelle. Dans les graphiques que j'espérais que vous auriez, je vous donne un seul chiffre sur 2016. Si vous regardez à page 16, les fonds en euros proposés par les associations indépendantes d'assurance vie qui sont membres de la FEDER ont en moyenne donné une performance de 2,64% en 2016. On n'a pas encore les chiffres 2017. Les fonds des banques assureurs, 1,73. Alors, ça fait presque un point d'écart. Rapporté à la part des banques assureurs, ça fait rien que sur 2016, 7 milliards d'euros en moins de rendement pour les épargnants qui ont choisi des produits des banques assureurs. Et puis, dernier point, sur la phase de sortie, l'option par défaut de la projet de l'Union européenne, pour l'instant, ne prévoit pas, ne se prononce pas. Nous avons proposé, dans l'option par défaut, et on la propose aussi pour le projet Pacte, qu'on puisse sortir comme on veut, et c'est une réponse par anticipation aussi à la question de M. Saint-Martin. On sort comme on veut, en capital ou en rente, mais dans l'option par défaut, en même temps qu'on sort,
on souscrit une rente viagère différée à l'âge d'espérance de vie, mettons 80, 85 ans, donc vous soyez un homme ou une femme, en gros, ce qui vous permet de cumuler tous les avantages, d'abord pour l'économie et pour l'épargnant, de continuer à avoir une part action non négligeable si vous êtes, mettons, à 65 ans que vous prenez une rente viagère différée à 80. Pendant 15 ans, vous pouvez encore avoir des placements actions importants. Vous avez des versements programmés ou des annuités certaines, mais vous êtes couvert contre le risque de grand âge, même parce que vous ne pouvez pas prévoir si vous allez dépasser vos programmations. Et il y a un marché qui existe pour ça aux États-Unis. D'ailleurs, c'est une option de la rente Riester en Allemagne, hein, le produit d'épargne retraite individuelle en Allemagne. Aux États-Unis, c'est un vrai marché de la rente, c'est ce qui manque aussi en Europe. C'est pas cher, parce que vous l'achetez 20 ans avant. Le risque pour l'assureur, il sait bien que vous avez au moins 50% de chance il y a au moins 50% de chance d'encaisser la prime, hein, puisque vous ne serez plus là. Et même si vous êtes là, peut-être que vous vivrez que 2 ou 3 ans. Mais pour vous, ça vous donne une réelle protection. Je passe plus vite, peut-être sur les autres questions. Donc, sur mes questions de M. Saint-Martin, donc, sur la culture, je n'opposerai pas forcément culture défiscalisation à culture performance financière. D'abord, on est pour améliorer la culture performance financière. J'avais terminé par mon point en disant ce qu'on appelait la culture action. Je vais y revenir. La culture défiscalisation. Dans toute l'Europe, et je puis dire presque dans le monde entier, l'épargne retraite bénéficie, entre guillemets, d'une incitation fiscale. À l'heure actuelle, en France, pour l'épargne retraite individuelle, oui, c'est soit alors ce qu'ils appellent un TEE, EET, donc exempté à l'entrée, taxé à la sortie. Je rappelle qu'actuellement, pour l'épargne retraite individuelle française, ça n'est qu'un différé d'imposition de l'épargne, parce que ce que vous mettez en épargne, vous êtes retaxé à la sortie, et même pas au niveau des prélèvements sociaux. Et 2 fois. Hein. C'est-à-dire que vous ne le déduisez pas de l'assiette à l'entrée, et vous allez, si vous sortez en rente viagère, vous les repayez une 2e fois sur la partie épargne. Hein, je ne parle pas des produits à la sortie. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Sur la performance financière, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a des propositions, notamment qui sont soutenues en France par certains de nos membres, l'ADAN, la Fédération des clubs d'investissement, la PAI, etc. C'est un éveil précoce, et ça répond en même temps aussi, je crois, à une question de votre part sur la culture action, un éveil précoce des jeunes entreprises. Il faut que ça soit intégré quelque part dans les cursus éducatifs. Un PEA jeune, c'est pas pour plomber, Monsieur Saint-Martin, le budget de l'État, c'est culturel, c'est pour essayer d'insister, encore une fois, de faire découvrir aux jeunes ce que c'est que les actions, parce que les actionnaires individuels, il y en a beaucoup moins qu'avant. Hein. En 1970, les actionnaires individuels détenaient 40% de la capitalisation française. Aujourd'hui, 13%, et ils sont de plus en plus âgés. Il faut aussi préserver, par exemple, offrir systématiquement une tranche aux particuliers dans les cessions de participation de l'État en bourse, etc. etc. Il y a des mesures pour l'actionnariat salarié qui sont très bonnes. On a aussi des mesures d'amélioration là-dessus, puisque pour les adultes, le seul endroit où on leur parle d'action, c'est les entreprises qui font de l'actionnariat salarié. Encore une fois, on n'en parle pas au niveau des intermédiaires financiers. Au niveau société cotée, non cotée, oui, bien sûr, il faudrait aussi développer les sociétés non cotées. Commençons déjà par les PME cotées, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On leur vend du CAC 40, il n'y a pas de petites sociétés cotées. Et en plus, pour que les sociétés non cotées puissent se financer, un des débouchés naturels, vous le savez aussi bien que moi, et mon voisin encore mieux, quand on est proche d'un fonds de capitalerie, c'est la sortie en bourse. S'il n'y a pas d'un marché important de petite et moyenne capitalisation et liquide, ça ne marchera pas. Donc on a aussi pas mal de propositions là-dessus. La liberté, c'est votre dernière question, capital rente. Très clairement, oui, nous sommes pour la liberté capital-rente parce que l'objectif, effectivement, c'est d'améliorer l'attractivité de l'épargne retraite, à condition qu'on fasse ce qui est dans l'exposé des motifs, qu'on favorise fiscalement la rente. Parce que sinon, évidemment, tout le monde va prendre le capital. Et dans les mesures actuelles qui sont envisagées dans la loi de finances, les gens vont même, pour sortir en capital, vont continuer à faire de l'assurance vie. Dans la majorité des cas, on a fait les études, c'est beaucoup moins fiscalisé, alors que c'est des placements plus courts. Et plus généralement, il ne faut arrêter de pénaliser l'épargne longue. On est malheureusement revenu sur les abattements en fonction de la durée sur les investissements directs en actions. On a défiscalisé l'épargne en assurance vie courte. Il faut vraiment tenir compte de l'érosion monétaire et de ne taxer que les revenus réels si on veut encourager l'épargne longue, l'investissement en actions. Je suis encore trop long.
je regarde toutes les questions. Alors, protection du consommateur. Donc ça, je crois que j'ai déjà en partie répondu. Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de mesures prises au niveau européen. Nous, on n'irait pas comme en Angleterre et en Hollande. On ne l'a pas préconisé pour une interdiction des commissions, parce qu'il faut regarder les modèles de distribution d'Europe continentale et notamment de la France. C'est au moins aux 2/3 les banques assureurs. Les banques assureurs, il n'y a pas de commission. C'est des salariés qui vous vendent des fonds. Donc, si vous interdisez les commissions, ça va taper que sur ce qu'on appelle les CGP, les courtiers, etc., qui sont une petite partie et qui souvent, au moins, l'avantage, ils ne sont pas indépendants financièrement, oui, ils reçoivent des commissions des fournisseurs, mais au moins, ils sont souvent multi-fournisseurs. Donc, ils peuvent vous promettre une gamme plus élargie que beaucoup de banques assureurs. Mais il faut appliquer la loi, il faut appliquer la directive MIF qui vous dit qui est quand même très claire, qui vous dit que s'il y a des commissions, ça doit être dans l'intérêt des épargnants. Et ça, les visites mystères, encore une fois, de l'AMF prouvent le contraire, et on a plein d'éléments qui prouvent le contraire. Sur les investisseurs institutionnels, alors la culture action, bon, comment la développer? Donc j'ai déjà répondu. Préfonds, je suis d'accord, il faut que ça soit intégré dedans, et le Corem aussi. Et c'est plus généralement le problème des régimes en points. Pour l'instant, la direction du Trésor se demande comment intégrer les régimes en points, puisqu'effectivement, c'est un peu technique, hein, mais avoir une phase de gestion pilotée dans la phase d'accumulation pour un régime en points, comme Préfonds, Corem, mais aussi des PERP en points, des Madelin en points, c'est compliqué, puisque les régimes en points, ils sont gérés en fait actuariellement dès le premier euro que vous versez. Mais enfin, on doit pouvoir trouver des solutions. Les institutionnels, comment les inciter? Parce qu'effectivement, l'épargne, nous, on veut qu'il y ait plus de culture action, on veut qu'il y ait plus de petits actionnaires, mais bien sûr, l'essentiel des épargnants, c'est normal, vu leur niveau de culture, vu aussi leur niveau d'épargne financière, doivent aller vers les produits intermédiaires. Donc il faut que les investisseurs institutionnels aussi augmentent massivement leurs investissements en actions, que j'ai parlé des assureurs. Solvabilité 2, on en a parlé. Aussi, je me demande, comme Monsieur de Courson, si il ne faut pas imposer des minimums, effectivement, dans certains grands produits intermédiaires, puisque, comme je vous l'ai dit, Solvabilité 2, ce n'est pas le seul problème, puisque à l'heure actuelle, avec Solvabilité 2, vous avez des fonds en euros qui ont 5% d'actions, vous avez des fonds en euros qui en ont 4 fois plus, 20%. Donc sur la loi bancaire, ça j'ai laissé mon voisin répondre. Voilà, moi je crois que à moins que dites-moi si j'ai oublié des questions, mais sur Préfonds, j'ai déjà répondu aussi. Je vous remercie.